Camarades modérateurs, camarades est-ce qu'il y a une militante? Bon, camarades militantes et militants de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Maradi, camarades militantes et militants de l'Union des scolaires nigériens, chers frères et sœurs africains, recevez mes sincères et respectueuses salutations. Le thème qui nous réunit aujourd'hui s'intitule La jeunesse face aux défis du maintien de la paix, la lutte contre l'insécurité et la mendicité à l'usage des enfants. C'est une thématique d'actualité. Mais c'est que le problème en Afrique, plus précisément au Niger, un pays qui est en voie de disparition, excusez-moi, que nous ne sommes que des théoriciens au fait. Nous sommes des as en théorie, mais pratiquement nous sommes absents, et c'est ce qui a fait que les problèmes sont en train de perpétuer. Mais en général, je voudrais parler, même si c'est de manière ramassée, évoquer 2 ou 3 cause de tous ces problèmes, de tous ces maux qui gangrènent ou disons qui menacent le développement de l'Afrique et son peuple. Je voudrais en premier lieu, n'est-ce pas, de parler de 2 ou 3 causes qui nous ont conduits, n'est-ce pas, dans cette catastrophe. D'abord, très rapidement, parce qu'il y a une contrainte temporaire, il faut retenir une chose. L'Afrique, si vous voulez, le Niger, si on va limiter la réflexion, que c'est un pays qui est extrêmement riche. L'Afrique, c'est un continent qui est extrêmement riche. Donc, du coup, notre richesse nous a conduit dans ce problème que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Parce que Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, qui a proclamé l'indépendance du Ghana, il faut retenir que le Ghana, c'est le premier pays indépendant, le pays noir. Je ne parle pas des colonies françaises. Nkrumah a proclamé l'indépendance du Ghana le 6 mars 1957, et il faut retenir que c'était un mercredi, que dans son discours, lorsqu'il disait aujourd'hui nous sommes en tant que Ghanéens devenus libres, les Ghanéens ont applaudi. Mais il a dit attention, dès qu'il y a une tierce partie du continent africain qui n'est pas libre, alors les Ghana n'est pas libre. Et très malheureusement pour Nkrumah, jusqu'à présent, il y a des pays qui ne sont pas libres en Afrique. À part l'Algérie, bon, la Libye n'existe pas, un peu l'Afrique du Sud. En tout cas, il y a des pays qui sont visibles de manière microscopique, qui ont goûté à la saveur de la liberté. Mais la grande majorité des États africains, ce sont des ignorants assermentés en ce qui concerne la liberté. Donc, du coup, cette richesse fait partie des principales causes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser ces fléaux. Parce que Nkrumah a dit, lors du premier sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, le 24 mai 1963, il disait que 42% de la richesse mondiale se trouve sous les sous-sols africains. Il faut faire une lecture intelligente en ce qui concerne ce passage de Kwame Nkrumah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a priorisé et Dieu a choisi l'Afrique plus que n'importe quel continent. Je parle sous le contrôle des géographes. Géographiquement, la planète Terre est subdivisée en 5 continents.
Donc, en termes de pourcentage, Dieu nous a donné plus de 42%. Et normalement, il va nous donner 20%, parce que 100 divisé par 5, ça va donner 20, non. Je ne sais pas si c'est clair. Certes, mathématiquement, je suis nul. Mais je suis sûr que, normalement, nous allons trouver le 20%. Mais Dieu nous a choisi, il nous a donné le plus de 42%. Mais malheureusement, le dernier pays aussi se trouve en Afrique. Et très malheureusement, il continue de nous balkaniser. Il y a 6 jours de cela à la RFI, je parle sous le contrôle des camarades qui ont écouté la RFI intervalle 6h, 7h du matin. Non, 5h, 6h du matin. Ils ont dit que le plus jeune pays du monde se trouve en Afrique. Il part du Soudan. C'est-à-dire quoi? Ils choisissent des choses, donc c'est à eux de faire la vie et la mort des États africains. Parce qu'ils sont en train de tuer les Niger. En tout cas, les Niger, moi, j'ai du mal à comprendre que est-ce que le Niger existe en tant qu'État? Parce que je parle sous le contrôle des juristes, sous le contrôle de ces camarades-là qui sont plus ou moins cultivés en ce qui concerne la géostratégie et la géopolitique internationale. Le premier critère de l'existence d'un État, d'une nation, d'abord c'est sa souveraineté. Est-ce que le Niger c'est un pays souverain? Alors, sinon, si la réponse est considérée non, donc le Niger c'est un pays qui est quasi inexistant. Nous sommes riches, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Nous sommes riches, ils vont continuer de nous perturber. Une autre raison, il y a la religion. La religion, l'islam. Je parle toujours sous le contrôle de ces camarades-là qui sont plus ou moins curieux que l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, autrement dit au sud du Sahara, c'est une Afrique qui est constituée par la race noire. Et je vous dis, en termes de pourcentage, la race noire, c'est la première race islamisée au monde. C'est ce que beaucoup de camarades ignorent. Et c'est tout simplement, nous ne creusons pas et nous ne grattons pas les bibliothèques et les ouvrages. Parce qu'on nous casse le savoir. Si tu penses que tu vas être utile pour l'Afrique ou pour le Niger à travers le système éducatif stérile, tu es en train de te tromper. Et c'est ce qui va me permettre de citer un certain nombre d'ouvrages à la fin pour inviter les camarades à la bonne lecture, pas la lecture qui cache les savoirs. Donc, c'est qu'il faut retenir, si aujourd'hui l'Afrique en tant que continent, sur le premier continent qui est riche et qui est le premier continent en termes d'islamité, parce que les Noirs sont islamisés à un pourcentage de 51. 51% de la race noire au monde sont islamisés. J'ai dit bien, je parle de ce pourcentage, je vais revenir au nombre. Mais la race la plus nombreuse en termes de nombre sur la planète Terre, en ce qui concerne l'islam, autant pour moi, c'est la race qu'on appelle la race indono-pakistanaise. Et cette race se trouve en Inde, Indonésie, Pakistan, Bangladesh, etc. En termes de nombre, je dis bien de nombre, mais leur pourcentage c'est 47%. Ils sont islamisés à 47%, mais en termes de nombre, ils sont les premiers. Je ne sais pas si c'est clair les chiffres là. Les Arabes sont à moins de 35% islamisés. Et ce que les gens ignorent, le 3 sur 5 des Arabes aussi se trouvent en Afrique.
3%, quand tu comptes 5 Arabes au monde, les 3 sont des Africains. Donc du coup, il y a cette raison religieuse qui est là pour perturber l'islam. Parce que leur premier ennemi, c'est les musulmans, c'est l'islam. Comment détruire l'islam? Comment exterminer les musulmans? Imaginons un instant. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Dans les années 65-70, c'était 5% de la population ivoirienne qui était des musulmans, mais aujourd'hui c'est plus de 30%. Les cas de Burkina, plus de 50% aujourd'hui, musulmans. Donc du coup, nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui, ils sont interpellés. C'est normal à ce qu'ils nous combattent, très chers camarades. Mais ce qui n'est pas normal, c'est le fait de leur laisser le champ libre pour nous combattre. Ils ont leurs raisons. Nous sommes riches. Nous sommes en train de dormir sur la richesse, dans la pauvreté et dans la famine. Nous sommes des musulmans en termes de pourcentage. Et les amis d'en face ou les ennemis d'en face, ce sont les ennemis d'hier. Ils ont hérité même cette haine contre nous. C'est une transmission de génération en génération. Parce qu'ils travaillent avec les discours qui ont été révélés, qui ont été transmis par leurs aïeux. Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens prenaient là, cette terre appartient aux hommes. Là, c'est l'Afrique. Il a dit, Dieu a créé l'Afrique pour les humains. Donc ici, on sous-entend que les Africains ne sont pas des humains. Et très malheureusement pour nous, ils travaillent avec les leçons de leurs ancêtres. Et pour s'en convaincre, un seul événement. Lorsque la maudite force Barkhane était venue à Terra, ils ont tiré sur nos concitoyens, n'est-ce pas? Mais imaginons un seul instant. Toi, tu es là pour me protéger. Et tu te permets de tirer sur moi. En quoi tu es là pour moi? C'est des questions comme ça. Ce sont des problématiques qu'on doit analyser en ce sens. Pour vous dire qu'ils ne sont pas là pour nous. C'est tout simplement, ils sont d'accord avec les discours de leurs aïeux que Dieu a créé l'Afrique pour les humains. Et le contraire des humains, il faut chercher. Mon village natal, c'est Mozambique, ce n'est pas en France. Que si ils pensent qu'ils sont des humains, donc nous ne sommes pas des humains. Des animaux peut-être. C'est pourquoi ils tirent sur nous. Très chers frères et sœurs africains, voilà l'une des causes principales de tous ces problèmes que nous sommes en train d'endurer. La troisième cause que je voudrais évoquer, à part ces deux causes principales pour moi, il y a la question de la mauvaise gouvernance. Nos dirigeants, ce sont des marionnettes assermentées. Nos dirigeants, ce sont des dirigeants qui sont à plus de 90% dépourvus de la raison. Certes, René Descartes a dit quelque part le bon sens et la chose du monde la mieux partagée, mais pas chez les Africains, chez les dirigeants africains. Même s'ils ont la conscience, ils ne font pas le bon usage de leur conscience. Sinon, ils sont ce qu'on appelle une carence idéologique. Ils souffrent d'une carence idéologique. Basuda Akita. Basuda Akira Koguda. Et c'est tout simplement, ce sont des dirigeants à 90% qui sont islamiquement inachevés.
Parce que quelqu'un qui a les AVC islamiques, qui a fait ses ablutions islamiques, je vous assure, il ne peut pas avoir la peur d'un mécréant. C'est tout simplement qu'ils ont la peur des impérialistes. Ils préfèrent massacrer leur peuple. Et ils pensent que non, ce sont ces mécréants-là qui décident. Ce sont ces mécréants-là qui décident toutes les forces. Ignorant qu'ils sont, Dieu a transmis un message clair dans le Coran. Surat al-Fatah, verset 4, vers la fin. Il disait ceci, je cite: Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. C'est-à-dire qu'en réalité, la première expression de cette deuxième partie de ce verset, que toutes les forces qui se trouvent dans le ciel et sur la terre n'appartiennent qu'à Allah. Mais si tu ignores ces genres de versets, c'est normal à ce que tu aies peur d'un mécréant ou d'un cocatia bashi. C'est bien normal. Donc du coup, c'est ce qui a fait que nous sommes dans une mauvaise gouvernance. C'est tout simplement, il manque d'idéologie. Et Franck Fanon, dans l'ouvrage intitulé Africa Unite, une histoire du panafricanisme qui a été écrit par Hamzat Boukari Yabara en 2017, je cite, il disait que plus je pénètre les cercles politiques, plus la certitude s'impose à moi que le plus grand danger qui menace l'Afrique est l'absence d'idéologie. Fin de citation. C'est-à-dire, ils ont une carence conceptuelle idéologique. C'est des gens qui sont conceptuellement et idéologiquement absents. Ils ne voient rien. Et c'est normal. C'est normal à ce qu'ils agissent et réagissent ainsi. Parce que le plus grand ennemi, le premier ennemi du combat, c'est la peur. Tant que tu as peur, surtout des humains, tu penses que non, c'est un tel qui décide sur ton sort. Alors que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu, tu ne peux rien faire pour ton peuple. Je disais, et je me permets de continuer à dire que ce sont des dirigeants qui sont islamiquement absents et légers. C'est pourquoi ils détournent les deniers publics comme ils respirent. Naran c'est Allah, kuma banda kafara. Duk ubanda ya san dai ya imani cewa akwai huta akwai aljanna, je vous assure, il ne peut pas détourner. Je vous assure, tout celui qui est convaincu qu'il y aura le jour de la résurrection, il ne peut pas détourner. Que même parmi les syndicalistes, duk kaga dan iskan SG ko wani DG yana détourné to kare yake bai da imani. Tout chaque camarade, un dirigeant, que ce soit un dirigeant syndical ou politique, quand tu constates qu'il détourne comme il respire, il est islamiquement léger et absent. Donc voilà l'une des principales causes qui nous ont conduits à ce terrain. Nos dirigeants sont islamiquement superficiels. Et très chers camarades, pour continuer, je voudrais, certes, ce sont les mots-clés qui constituent cette thématique, ce sont des conséquences, mais il y a les conséquences des conséquences aussi. Il faut retenir la question de la mobilité, de la migration, de la pauvreté, du terrorisme, des mendicités. Ce sont des causes, ce sont des conséquences, excusez-moi, de tout ce qu'on a évoqué, tous ces éléments qui constituent la colonne vertébrale de cette thématique. Autrement dit,
la question du maintien de la paix, je ne sais pas, est-ce que la paix même existe? La lutte contre l'insécurité, la mendicité. Mais, vous savez, islamiquement, la mendicité n'est pas recommandée. La mendicité est condamnée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la promotion de la mendicité. Mais attention, très chers camarades, cela ne peut pas être une raison pour insulter ce peuple-là qui sont devenus artificiellement des mendiants, parce que ce ne sont pas des mendiants naturels. On a créé le système au fait pour qu'ils soient mendiants. On insulte nos frères du Kanché, nos frères ceci. Mais attendez, si nous avons le courage de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas soutenu la mendicité, mais nous sommes obligés d'avoir une obligation morale, l'objectivité de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son temps, il n'a pas détourné les biens publics. Il n'a pas détourné. Donc c'est pourquoi il y avait un équilibre. Mais aujourd'hui, tu es un président, tu es un ministre accidentellement. Tu te permets de détourner. C'est normal à ce qu'il y ait un déséquilibre économique. C'est normal à ce qu'il y ait des mendiants. Parce que toi-même, en tant que président, tu es en train de refléter l'image d'un mendiant. Quand tu prends l'avion, c'est pour qu'il mendie. Mais c'est normal. Au Niger, presque tout le monde est mendiant. Je m'explique. Il y a des mendiants ordinaires avec leur tasse. Ils sont plus nombreux que les camarades au niveau du restaurant à l'université. Il y a aussi les mendiants camarades qui menacent les tontons et les tantis pendant le week-end. Il y a aussi les mendiants, les dirigeants qui nous dirigent, ce sont des mendiants aussi assermentés. Donc du coup, nous sommes dans le royaume des mendiants. C'est ça en fait, c'est le problème de mentalité. Excusez-moi, c'est pourquoi pour moi, le Niger c'est un pays qui est en voie de disparition ou bien en voie de sous-développement durable. Parce que, en fait, on a négligé beaucoup de choses, le rudiment, les miels, les condiments du développement, on les a oubliés. Et c'est normal. Dans Allah, dans Annabi. Tellement nous sommes menacés, nous avons une mentalité mentale. C'est ce qui nous pousse à constater que un président ou un ancien président ou un ancien ministre qui il sait que il ne va pas durer 15 ans ou 20 ans et il va aussi continuer de détourner des milliards et des milliards. Où tu vas voir avec même des informations, parce que nous créons des anciens présidents qui courent derrière la viande, on dirait un lion, qui, en fait, en réalité, on ne peut pas, c'est-à-dire c'est le problème de mentalité. C'est le problème des mentalités. Et c'est ce qu'on doit attaquer. Kai ka san baka shekara 200. Kudin da ka sata ka baka iya cin ji ko har mai gadin gidan kakarka gidan kishin uwar matarka baya ba talauci. Et tu continues de détourner. Et quand on parle de la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la mendicité, tu vas te transformer en un perroquet pour essayer de défendre la cause. Mais nous sommes dans quel genre de nation, très chers camarades? C'est pourquoi moi, j'ai des problèmes. Mais c'est ça, au fait, là où je remercie Dieu, nous sommes dotés d'une liberté de ton et d'analyse. On doit faire cette année de dérapé, parce que c'est ça, en fait, si réellement il y a ce climat d'amour et d'amitié, on doit se dire toutes les 4 vérités. Le terrorisme, mendicité, je vous assure, tout celui qui va vous dire
il est là, il vous aime en tant que peuple. Il est en train de tenir discours mensonger, creux, vide de sens, oiseux, ratio, sination. Dites-vous qu'il est en train de mentir comme il respire. Tout celui qui vous dit qu'il est en train de lutter contre le tourisme, contre le chômage, sans industrialiser le pays, et je m'assume, même si cette conférence va faire l'objet de mon assassinat, parce que nous avons opté pour le slogan lutter ou ne pas lutter, on meurt. Que tout celui, toute personne qui va vous dire qu'il va développer un pays, il va lutter contre le terrorisme, il va lutter contre le chômage, contre la pauvreté, sans industrialiser son pays. Parce que c'est pratiquement impossible. Je parle sous le contrôle de mon frère camarade Bakim Batoure, l'actuel SG de l'UNUN et l'ancien SG de l'UNUN. À l'université de Niamey, nous avons plus de 30 000 étudiants. À l'université des Zender, je parle sous le contrôle du camarade SG Marabou, nous avons plus de 10 000 étudiants. Il ne faut pas parler des autres universités. Mais comment occuper ces jeunes-là sans industrialiser ton pays? Comment? Tu ne peux pas occuper cette jeunesse sans industrialiser ton pays. Donc on est en train de former des diplômés chômeurs. On va te donner un papier qui ne peut être même servir à prendre la galette ou les beignets. On va te donner, tu es licencié. Tu vas, quand tu as licence, quand tu as combo, quand tu as dolo, quand tu as tetrina, quand tu as guillemangay. Ah, gawawa a wokin ka da bahu ka tarbe ni licence gare. Kai na mai gare shi na sarki shi, irin na marabu. Vous voyez, en fait, c'est un système qui est à l'encontre même du développement local et même du développement, n'importe quel développement que vous voulez. Pour finir, peut-être ça me reste combien de minutes? Voilà, 9 minutes, ça peut me suivre, Inch'Allah. Que nous allons dire un mot à ce qui concerne la géopolitique internationale. Je vous assure, je parle sous le contrôle des camarades qui ont eu la chance de lire La guerre secrète contre le peuple qui a été écrit par Claire Sévarac. Elle est une Française, elle a été assassinée en 2015. Elle a publié l'ouvrage en 2014. Juste un an plus tard, quelques mois, excusez-moi, elle a été assassinée, elle a été empoisonnée. C'est une Française anti-impérialiste. C'est un ouvrage de plus de 600 pages. Et j'invite tous les camarades à lire cet ouvrage. Elle a dévoilé les secrets des impérialistes. Les Richards, les Villiers. Leur politique, c'est quoi? C'est le fait de réduire la démographie mondiale. Pour s'en convaincre, il faut aller à la page 15, 10, 20, 25. Vous allez voir là où Villiers parle. Il dit que nous sommes aujourd'hui, parce qu'elle a parlé en 2014, elle a mené une recherche de 3 ans pour écrire cet ouvrage, parce que c'est un livre scientifique. Il disait qu'aujourd'hui, nous sommes au nombre de 6,7 milliards de hommes d'ici 2016, 17, 18. On peut atteindre un nombre de 8, 9 milliards d'hommes sur la planète Terre, mais avec la politique sanitaire, on peut réduire ce nombre à 15%. C'est-à-dire avec les méthodes contraceptives, je parle sous le contrôle des camarades qui font la médecine, Allah en vous. Mais quelque part en contribution pour poser des... Parce qu'il y aura un débat, nous c'est le débat qui nourrit notre esprit, que il a dit clairement qu'ils vont utiliser les méthodes, oui, sanitaires pour réduire la démographie mondiale. Et dans cet ouvrage,
vous allez rencontrer la parole de Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial. Elle disait que la chose la plus miséricordieuse qu'une famille nombreuse peut faire à un de ces éléments, c'est de les tuer. Fin de citation. Kunga Arnia, oui, la chose la plus miséricordieuse pour elle qu'une famille nombreuse peut faire à un de ces éléments, c'est de les tuer. Anantara Sahaya, fin de citation. Le temps ne peut pas nous permettre de décortiquer certaines paroles, mais les mots parlent, sont clairs. Et ce sont eux qui sont en train de dominer le monde, très chers camarades. Ce sont eux, ce sont ces gens-là, les richards, qui sont aujourd'hui en train d'imposer les dirigeants aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, etc. Et c'est aux dirigeants de ces grandes puissances de nous imposer de nos dirigeants. Et eux aussi, les plus riches, les Elon Musk, les Jeff Bezos, etc., ils sont aussi dominés par Iblis. Il faut lire la question de la franc-maçonnerie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc nous sommes triplement dominés, parce que ceux-là qui nous dominent, ils sont dominés. Ceux-là qui les dominent, eux aussi, ils sont dominés. Donc nous sommes triplement, ou je ne sais pas quoi, dominés. C'est normal à ce que nous soyons dans ce genre de situation, très chers camarades. C'est normal. En fait, c'est lamentable. Et ils ne vont pas nous laisser en paix. Parce que ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas des religieux. Quand je dis religieux, je mesure mes mots. Je ne suis pas en train de dire les musulmans seulement. Ils ne sont même pas des chrétiens. Et je m'explique. Parce qu'ils sont en train de mener le combat pour diminuer la croissance démographique mondiale. Je parle sous les camarades chrétiens, s'ils sont là. Dans la Bible, la Genèse, lorsque Dieu a expulsé Adam et Ève du paradis, il disait ceci, je cite: soyez féconds, devenez nombreux et remplissez la terre. Ça, c'est une parole biblique. Tout dans Ouarka. Est-ce qu'au nom du christianisme, tu peux nous dire que non, tu peux lutter contre la croissance démographique? Non. Prenons maintenant l'islam. Je suis musulman. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que prenez en mariage les femmes affectueuses qui vous plaisent et qui peuvent procréer, parce que je voudrais dépasser en nombre les autres communautés le jour de la résurrection. C'est Tirmizi et Ibn Majah qui ont rapporté ces hadiths. Donc, religieusement et scientifiquement, toutes ces personnes-là qui sont en train de dire il faut espacer la naissance ou même effacer la naissance ou neutraliser la naissance, je ne sais pas. Ce n'est pas au nom des religions, très chers camarades. Et pour comprendre cela, nous sommes obligés de lire, de creuser au fait. Karanta Christophe Colomb a comment Karanta Amadou Kourandaga ko Sadaounia Mango. C'est la simple méthode. Karanta Kaza a niemu Karanta Kaza a kanani. Mais kana woni anatomie crânienne woni. Au fait, ko kana woni daukan hoton duwatsu wasu itace woni waye. Alors que d'abord nous sommes obligés, parce qu'aujourd'hui ma femme, elle fait la médecine, elle fait la 4e année. Parce que je le prends comme mes cousins, les camarades qui font la médecine, comme les camarades marabouts. En fait, nous sommes obligés de soigner d'abord le cerveau, l'esprit, pour comprendre les géopolitiques internationales. Tu peux être un professeur en médecine, en géographie, en communication, mais si tu n'as pas fait attention, on va t'amener un journaliste de Hausa pour être le ministre de l'enseignement supérieur. Ah oui, et banaliser le système éducatif. Parce que je pense que c'est les micros que c'est un journal en Hausa. Donc vous voyez, donc là, il y a beaucoup de problèmes, en fait, des problèmes mentaux. Pour finir, je vous invite à lire, et sans oublier, j'ai dit, surtout camarade, toi jusque-là tu n'étais pas marié, apparemment. J'invite
tous les camarades, si les conditions sont réunies, les camarades de SG Al-Mustafa, les camarades de SG Marabout, tous les camarades là, qui ne sont pas mariés, je vous invite à créer les conditions pour vous marier. Il faut définir même le travail. Tu vas voir à Niamey, Arlit, quelqu'un qui a un salaire de 2 500 000, quand on a mutu ana bishi bashi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui est matriculé, c'est comme de contractuel, il est 500 pour 2 000 ou 3 000. Mais en fait, on parle de quel travail, quelle fonction. Ko katsarka ka niyanka ko haskare ne ko gyaran warje ne kai y aura une assistance divine pour gérer ton foyer. C'est quoi? L'arrogance là, on doit la déposer de côté. Il y a des camarades de filles qui sont extrêmement mariables. Mais si on dit travail ou autre, mais il faut espacer, il faut planifier, il faut... Mais non. Ce qui est important, il faut que nous soyons en mesure de nous contrôler et surtout de prendre en charge nos enfants, parce que parlant de ces hadiths mohammediens, ce n'est pas le fait de dire que non, c'est parce que ma mère y aura, ou bien elle va se glorifier, tu vas mettre ou non. Il faut mettre en exergue la question de l'éducation. Si tu seras en mesure d'éduquer et de prendre en charge tes enfants, il faut produire comme des machines très chères, camarades. Parce que la croissance démographique n'a jamais été un obstacle au développement. La Chine, le Nigeria, ce sont des exemples palpables. Donc, il faut vous marier, camarades, et il faut produire comme des machines. Parce que ici, c'est quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas se glorifier. Même si tu vas mettre un seul enfant au monde, s'il sera un vendu, un voleur, on n'aura pas besoin de lui. Au fait, le problème, c'est l'éducation. S'ils seront un exemple, un modèle, s'ils seront des Yacoub Ismaël, les Cheikh Albani, les Cheikh Jafar, ce ne sont pas des menaces. C'est ça, au fait. Donc, du coup, pour conclure, les livres que je voudrais citer, d'abord, j'invite le camarade à chercher l'ouvrage intitulé la politique de la France en Afrique subsaharienne après les indépendances, qui a été écrit par Précy Guinan, c'est un français. Je vous invite à chercher l'ouvrage intitulé L'uranium en Afrique, face cachée du nucléaire français, qui a été écrit par Raphaël Grambeau. Je vous invite à chercher et lire et aussi comprendre l'ouvrage intitulé La France-Afrique, le plus long scandale de la République, qui a été écrit par François Xavier. Je vous invite à lire l'ouvrage intitulé La démocratie en Afrique subsaharienne, qui a été écrit par Pascal Mukondé. Je vous invite à lire Africa Unite, une histoire du panafricanisme, qui a été écrit par Hamzat Boukari Yawara. Je vous invite à lire l'ouvrage intitulé par Dr Elbak Adam. Les deux ouvrages jumeaux, je cite, les fondements de la démocratie en Afrique subsaharienne, les difficultés de l'expérience démocratique en Afrique noire. Pour conclure, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par le plus fort, ni par le plus rapide, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Vive l'humanité, vive l'Afrique, vive les seuls, lutter ou ne pas lutter, Omer. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, camarade Issakarien, pour votre conférence ou votre communication qui a été vraiment très instructive. Et vraisemblablement, vous avez touché la sensibilité des uns et des autres. À présent, nous allons très vite, sans pour autant tarder, passer le micro au camarade S.J. Mohamed, ancien secrétaire général de l'UNUN, qui est actuellement un ancien cadre de l'USN. De l'UNUN d'abord, parce qu'ils n'ont pas encore servi au comité directeur, s'ils ont des ambitions, voilà, c'est bien. Parce que le congrès, c'est bientôt.